à l'intérieur. Je suis très heureuse que ce colloque ait pu s'organiser à Berne. Je ne suis pas une spécialiste de politologie contemporaine. Ce qui m'intéresse personnellement, et j'espère que ce sera le début et la fin du congrès, parce que le reste est consacré à de la, disons, de la diplomatie, de la politologie contemporaine. Ce qui m'intéresse comme lectrice de Rousseau, il y a quelques personnes parmi vous qui savent que je suis lectrice de Rousseau, c'est cette idée de souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Donc on est en plein dans le sujet du congrès. Et par ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeure de littérature et à ce titre extrêmement frappée de voir à quel point beaucoup de débats contemporains, de disputes contemporaines sont des disputes parce qu'on ne dispose pas d'une conception claire des mots, d'une acception exacte des mots. Et je suis très frappée de voir que si on prend la peine et le temps, si on prend la peine d'expliquer l'acception des mots, de prendre la peine de se donner des bases pour une discussion sensée, il y a déjà énormément de difficultés qui s'évanouissent. Je n'apprends rien à personne ici. J'imagine bien que vous êtes convaincus de la nécessité de réfléchir calmement aux grands problèmes contemporains. Et donc, je souhaite aux organisateurs du congrès que tout se passe au milieu du monde. Je vous souhaite une très bonne journée et puis sans doute à tout à l'heure. Portez-vous bien, soignez-vous bien, prenez soin de vous, mais la vie continue et donc au travail. Bonne journée à tout le monde. Wissensworte von Gabriel Palis werden auf Deutsch hier produziert. Ich werde also Je salue préalablement Son Excellence M. César Méndez González, ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela en Suisse. Je salue Mme Mariana Pérez Labrada, qui est 3e secrétaire de l'ambassade de Cuba en Suisse. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci aux visiteuses et aux visiteurs, dont plusieurs ont réussi à être informés à temps du changement de lieu. Je remercie Madame Professeur Michel Crogier et le Dr Nathalie Benelli, qui ont toutes puissamment œuvré à la réalisation de cette rencontre. L'Institut international de recherche pour la paix à Genève, que je préside, le JPRI, a rejoint d'enthousiasme une initiative qui a été lancée par deux organisations, ALBA Suisse et l'Association Suisse-Cuba, car pour nous, la recherche sans contrainte doit effectivement s'opposer aux idées reçues, aux préjugés et à la propagande. La vraie recherche est une recherche libre, critique, et donc qui doit examiner les faits au-delà des discours et des rhétoriques. Aujourd'hui, la guerre de l'information est une forme et une condition des autres formes de guerre. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre tout récent
de M. Jacques Beau, qui n'est pas encore traduit en allemand, mais il le sera, colonel du renseignement suisse à la retraite. Donc ce n'est pas un journaliste amateur, c'est un professionnel du renseignement qui toute sa vie, pendant plus de 30 ans, a travaillé sur les enjeux de la géostratégie pour la défense de son pays. Et son livre s'intitule « Gouverner par les fake news ». Les spécialistes, j'attire votre attention là-dessus pour cadrer les concepts, comme l'a dit le professeur Crogier, pour penser juste, il faut penser clair. Il n'y a pas de pensée juste sans mots clairs. Les stratèges parlent aujourd'hui de plus en plus de la distinction entre opérations de guerre militaire et opérations de guerre non militaire. J'insiste, opérations de guerre non militaire. Et selon les généraux chinois Qiao Liang et Wang Qingsui, dans leur livre « La guerre hors limite », le XXIe siècle est prioritairement marqué par les opérations de guerre non militaires. Les opérations de guerre non militaires désignent quoi? Elles désignent tout ce que nous voyons tous les jours, les opérations financières, monétaires, industrielles, prise de contrôle d'une entreprise, espionnage, les opérations médiatiques, ce qu'on appelle aussi psyops, les opérations psychologiques. Tout cela, ça n'est pas la guerre avec des armes qui tuent directement, mais ce sont des formes de guerre. Et les embargos et les sanctions, qui sont un des thèmes que nous aborderons aujourd'hui, font partie de cet ensemble d'opérations de guerre non militaires. Et ces opérations de guerre, elles tuent. Elles tuent les gens. Elles les tuent sans armes, mais elles les tuent. L'embargo contre l'Irak, du programme pétrole contre nourriture, aurait tué environ 2 millions de personnes, dont 500 000 enfants. Et selon Jacques Beau, toujours, l'embargo contre le Venezuela aurait fait, en 2017-2018, 40 000 morts. Pourquoi? Parce qu'on manque de médicaments, on manque de nourriture, on manque d'équipements, et donc c'est une façon de tuer un peuple, de tuer des personnes. Privé de nourriture, privé de médicaments, de matériel scolaire, d'eau potable pour la destruction des stations d'épuration, ce sont ces conditions-là, en particulier quand on détruit des stations d'opération, ce qui est un crime de guerre. On ne doit pas attaquer des installations civiles, des équipements civils, on tue effectivement des personnes. Les opérations de guerre militaire ne disparaissent évidemment pas, il ne faut pas s'illusionner, les budgets militaires se développent, mais elles sont encadrées par des opérations de guerre non militaires. Et donc, les informations télévisées, y compris en Suisse, je dois dire c'est moins grave en Suisse qu'ailleurs, mais quand même, les informations télévisées en Suisse sur la Russie, la Syrie, le Venezuela, sont des modèles de propagande. Ça n'est pas de l'information. Si vous cherchez réellement de l'information sérieuse, il ne faut pas regarder la télévision, ou il faut regarder des émissions spécifiques tard le soir. Donc, il faut en être conscient. Mais ce que je voudrais dire surtout, ce qui est encore plus grave pour la démocratie et pour la paix, c'est qu'un certain nombre de gouvernements occidentaux, pour ne pas les nommer les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Belgique, arment des terroristes qui ont des armes fournies, payées par l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Ces terroristes sont entraînés par des officiers et des sous-officiers français, américains, britanniques, belges, pour déstabiliser des régimes, en particulier le régime, ou plus exactement l'État syrien, puisqu'on a l'habitude de dire régime, mais on devrait dire en toute rigueur un État. On ne parle pas du régime de Macron ou du régime de Mme Sommaruga, on parle de l'État suisse, de la Confédération de la République française. Donc il faut que nous soyons rigoureux, il n'y a pas plus de régime d'Assad que de régime suisse. Il y a des États. Et donc, ces opérations qui financent, soutiennent, instruisent des terroristes ont pour résultat que ces terroristes, après, prennent les armes que leur ont livrées nos gouvernements pour tuer nos concitoyens dans les rues de Paris, de Berlin, de Bruxelles. Il faut être conscient de cette perversité qui fait que les gouvernements font assassiner leur population par l'intermédiaire de terroristes qu'ils ont contribué à former et à entraîner.
Et ce paradoxe est connu. Je vous renvoie au livre de Beau, je vous renvoie au livre de Maxime Chet, on pourra en discuter si vous voulez. Donc ce n'est pas un détail. La Suisse est épargnée, Dieu merci, pour le moment, pourvu que ça dure. Voilà pourquoi notre Institut de recherche pour la paix s'implique dans cette manifestation d'aujourd'hui, qui comprend des militants et des chercheurs militants et des militants chercheurs, toutes les combinaisons sont possibles, mais en réalité, ce qui est important, c'est d'abord de comprendre, et c'est d'expliquer, et c'est pour ça que nous sommes ici. Merci. Voilà, rebonjour. J'ai le plaisir de vous adresser quelques lignes d'introduction au nom de l'Association Suisse Cuba et de Alba Suisse. Selon la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, l'égalité souveraine des États, leur indépendance politique et leur intégrité territoriale constitue la base des relations égalitaires entre les nations du monde. Or, les pouvoirs occidentaux, le Nord, entre guillemets, bafouent depuis des décennies le droit à la souveraineté nationale, à l'indépendance et à l'autodétermination de toutes les nations, indépendamment de leur système économique, social et politique. Cela surtout lorsqu'il s'agit de pays du soi-disant Sud, riches en ressources naturelles, occupant des positions géopolitiques importantes ou refusant simplement de se soumettre aux dictats des pays dont l'industrie et les forces armées sont plus développées. L'ingérence des pouvoirs occidentaux dans les pays tiers se fait de différentes manières. Mesures coercitives unilatérales sous forme de sanctions et blocus économiques, commerciaux et financiers. Une guerre médiatique menée par les médias de masse dont les reportages se caractérisent souvent par la désinformation, le mensonge et le détournement délibéré de faits concernant la réalité de ces pays. Le financement de guerres par procuration et de troupes paramilitaires ainsi que les interventions militaires directes. Dans la plupart des cas, ces interventions prennent la forme de guerres silencieuses, ignorées par les médias mainstream. La population des pays dont les gouvernements participent activement à ces guerres n'est pas, dans la plupart des cas, au courant de ces guerres. Pour les populations sanctionnées, ces guerres ont des conséquences très concrètes. Depuis les années 1950, les sanctions et blocus économiques, financiers et commerciaux imposés par les gouvernements successifs des États-Unis et leurs alliés en Europe, en Amérique et en Australie tuent des centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes dans des pays comme Cuba, l'Iran, l'Irak, la République démocratique de la Corée, la Syrie, le Venezuela et bien d'autres encore. Les sanctions, les blocus paralysent les économies des pays concernés en les privant de la possibilité de faire du commerce avec d'autres pays, d'acheter et de vendre des biens et des services sur les marchés internationaux et en les excluant de l'accès au système bancaire international. Et pour comprendre ce que ça veut dire, essayez de passer une commande et de payer une facture à l'étranger si vous n'avez pas accès au système SWIFT, qui est contrôlé par les États-Unis. Les habitants des pays concernés se voient refuser l'accès à la nourriture, aux soins médicaux et à d'autres services et biens essentiels parce que leurs gouvernements ont choisi leur propre voie pour le développement social, économique,
politiques et culturelles du pays et défendent leur droit à la souveraineté nationale et à l'autodétermination. Je vais vous donner quelques exemples, et Gabriel Galis en a déjà parlé un peu. Au moins 500 000 enfants sont morts suite au blocus économique imposé à l'Irak en 1990. Un prix qui en valait la peine selon la déclaration faite par Madeleine Albright, alors ambassadrice des États-Unis à l'ONU et plus tard secrétaire d'État dans un entrevue. On estime aussi que 40 000 personnes sont mortes au Venezuela en 2017 et 2018 à la suite des sanctions économiques imposées au gouvernement vénézuélien par le gouvernement des États-Unis. Les sanctions ont rendu pratiquement impossible l'importation de nourriture et de médicaments pour la population. Le secteur bancaire suisse participe également à ce régime de sanctions. En Syrie, les sanctions économiques qui s'ajoutent à la guerre menée contre le pays depuis 2011 affectent massivement la production alimentaire nationale. Idriss Jazairi, rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l'exercice des droits de l'homme, constate dans son rapport sur sa mission en Syrie de 2018 qu'environ 6,5 millions de personnes en Syrie souffrent de pénurie alimentaire et que 4 millions de personnes sont menacées par de telles pénuries. Dont l'intention éhontée d'utiliser la crise de Covid-19 pour multiplier la souffrance de la population et augmenter la pression sur les gouvernements des pays sanctionnés, les sanctions et blocus économiques du gouvernement des États-Unis et de ses alliés en Europe ont été intensifiés depuis le déclenchement de la pandémie. Deux entreprises en Suisse, achetées il y a 2 ans par une entreprise états-unienne, ont refusé, c'est un exemple aussi, ont refusé de fournir des ventilateurs à Cuba. Elle avait reçu l'instruction de cesser leurs relations commerciales avec l'île des Caraïbes. Un autre exemple, une société de logistique dont l'actionnaire principal est une société états-unienne, a refusé de transporter à Cuba des dons d'équipements médicaux, notamment des masques respiratoires et des tests. Dernier exemple que je vais faire, l'Iran, un des pays les plus touchés par la pandémie, est soumis à des sanctions économiques renforcées depuis 2 ans, lorsque le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé d'une stratégie de pression maximale sur le pays. Les sanctions ont empêché l'Iran de prendre les mesures médicales, économiques et sociales nécessaires pour protéger la population contre le coronavirus. La liste des exemples est infinie. Les conférencières et conférenciers d'aujourd'hui nous fourniront des données de première main sur 3 pays qui sont soumis à des sanctions et des blocus car ils revendiquent leur droit à la souveraineté nationale et à l'autodétermination. Et ils nous raconteront donc aussi comment ces pays réussissent à résister malgré les sanctions illégales. Et avant de leur passer la parole, j'aimerais remercier certaines des personnes, enfin les personnes qui ont contribué à ce colloque. Bevor ich den Rednerinnen und Rednern das Wort erteile, möchte ich noch einen Dank aussprechen den Personen, die mitgearbeitet haben, um diese Konferenz heute möglich zu machen. Je remercie Michel Crogier qui a fait son impossible pour trouver cette salle pour nous, voilà, pour qu'on puisse faire cette conférence. Ich danke ganz herzlich Michel Crogier, die alles daran gesetzt hat, dass wir heute einen Saal haben. Je remercie Gabriel Galis et l'équipe du GPRI pour avoir accepté de co-organiser ce colloque avec l'association suisse Cuba et Alba Suissa. Ich danke auch Gabriel Galis und
dem Team des GIPRI dafür, dass sie bereit waren, diese Konferenz heute mit Alba Suissa und mit der Vereinigung Schweiz-Kuba zu organisieren. Je remercie Philippe Strauth, du président de la section genevoise de l'association Suisse-Cuba, pour avoir rendu possible cette collaboration. Ich danke Philippe Strauth, Präsident der Sektion Genf der Vereinigung Schweiz-Kuba, dass diese Zusammenarbeit mit dem GIPRI möglich gemacht hat. Je remercie les traductrices et interprètes. Ich möchte einen ganz herzlichen Dank den Übersetzerinnen aussprechen. Andrea Dufour, Präsidentin der Sektion Freiburg, sie hat die Konferenz von Abel Prieto, die wir heute Nachmittag hören werden, auf Deutsch übersetzt. Je remercie chaleureusement Andrea Dufour, présidente de la section fribourgeoise de l'association Suisse-Cuba. Elle a fait la traduction allemande de la conférence de M. Abel Prieto que nous allons entendre cet après-midi. Un grand merci aussi à Elvira Cuesta qui fait la traduction à l'espagnol et aussi ein Dank an Elvira Cuesta, die Übersetzung ins Spanische macht, und Dailin Lopez González von der kubanischen Botschaft. Sie wird ab Mittag auch hier sein und Übersetzungen machen. Je remercie également Dailin Lopez González de l'ambassade cubaine. Elle sera là à partir de midi à peu près pour aussi faire la traduction à l'espagnol. Und dann noch ein herzliches Dankeschön an Samuel Manic von der Nationalen Koordination Schweiz-Kuba und Alba Suissa für die tägliche Arbeit im mehr oder weniger Hintergrund. Je remercie également Samuel Manic, membre de la Coordination nationale de Suisse-Cuba et de Alba Suissa, pour le travail quotidien qu'il fait pour les deux associations. Et un grand merci bien sûr aux conférencières et aux conférenciers d'aujourd'hui qui ont accepté notre invitation pour leur contribution. Ein herzliches Dankeschön auch an die Redner und Rednerinnen des heutigen Tages dafür, dass sie unsere Einladung angenommen haben. Und allen danke fürs Hiersein. Merci à vous de votre attention. Merci, Madeleine.